Bonjour tout le monde. Merci d'assister à ce webinaire sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes. Je me présente, Élodie Basque. Je suis chargée de projet au CRE Laurentides, qui est le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, et je m'occupe principalement des dossiers en lien avec l'eau et surtout les lacs, vu la réalité de notre belle région. Donc, pour le déroulement du webinaire, le mot de bienvenue, on est un petit peu en train de le faire. Ensuite, on va présenter une introduction sur les plantes aquatiques en général. Par la suite, on va aller un peu plus par rapport au protocole de détection et de suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Donc, comment on procède pour effectuer la détection. Et par la suite, le volet plus identification. Donc, quels sont les PAE auxquelles on doit faire attention et quelles sont les espèces indigènes aussi avec lesquelles on pourrait les confondre. Et on va terminer avec les outils en lien avec les PAEE, donc sur quoi vous pouvez aller chercher de l'information ou quoi que ce soit. Excellent. Donc, le CRE Laurentide, donc pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être un peu moins, donc nous sommes le Conseil régional de l'environnement des Laurentides. Donc, on a été fondé en 1995 par des groupes communautaires et environnementaux. Et notre mission touche la protection de l'environnement, le développement durable et l'amélioration des processus démocratiques. On a développé beaucoup de nos dossiers en lien avec les lacs, comme on a été formé par des associations de lacs, entre autres, et vu la réalité de notre territoire, on a énormément de plans d'eau dans les Laurentides, donc, veux pas, on a développé une expertise en lien avec ça. Mais on travaille aussi au niveau des changements climatiques, de la mobilité, des matières résiduelles et de l'éco-responsabilité. Et la majorité de nos membres sont des associations de lacs, mais également des municipalités, des individus qui se mettent membres là, en tant que personnes ou d'autres organismes partenaires. Donc, ici, on embarque dans l'introduction. Les plantes aquatiques. Souvent, on va entendre les gens parler d'algues, mais il faut bien faire la distinction entre les plantes aquatiques et les algues. Donc, les plantes aquatiques, on peut aussi les appeler macrophytes. Donc, elles sont visibles à l'œil nu. Et un point très important, c'est qu'elles possèdent des organes de nutrition. Donc, on parle de racines, de tiges, de feuilles, de fleurs et tout ça. Et elles possèdent aussi des vaisseaux conducteurs. Tandis que les algues, elles ne seront pas vascularisées. Chaque cellule va être un petit peu indépendante et va absorber les éléments nutritifs dont elle a besoin. Les algues peuvent être autant microscopiques ou on peut en voir là, à l'œil nu, par exemple, les photos qu'on voit en bas, c'est des algues. Donc, elles peuvent prendre vraiment plusieurs formes. Donc, elles peuvent faire partie du tapis de périphyton, donc le petit tapis là, qui s'accumule sur les roches, un peu gluant et tout ça. On a par exemple les algues filamenteuses qui font vraiment comme des nuages flottants sur l'eau. Et il y a certaines algues même avec lesquelles on peut confondre les plantes aquatiques parce qu'elles ressemblent un petit peu à des plantes, mais elles n'ont pas nécessairement de feuilles, de racines ou de tiges en tant que telles. Donc, c'est vraiment une distinction super importante à faire. Donc, majoritairement, ce qu'on va voir dans les lacs en tant que tels, c'est des plantes aquatiques et non des algues. Donc, on retrouve 4 catégories générales de plantes aquatiques. Donc, on a les plantes émergentes qui sont surtout celles qui se trouvent au bord de l'eau, vraiment près de la terre ferme. Donc, la majeure partie de la plante va être à l'extérieur de l'eau. On a aussi les plantes à feuilles flottantes, donc qui vont être enracinées au fond du lac, mais que la feuille va venir flotter à la surface. On a aussi les plantes flottantes complètement. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas enracinées au fond. Donc, la feuille flotte à la surface et les racines sont libres dans la colonne d'eau. Et on a aussi les plantes submergées. Donc, ce sont la grande majorité des plantes là, qui sont enracinées au fond du lac et dont la majeure partie de la plante va être sous l'eau. Parfois, on peut
apercevoir là, les fleurs ou quelques petites parties à la surface, mais la majeure partie va être sous l'eau. Et toutes ces plantes-là, on va les trouver dans la zone littorale, qui est la zone peu profonde du lac, où la lumière pénètre jusqu'au fond. Parce que un élément essentiel à la croissance des plantes est la lumière. Donc, on ne retrouvera pas nécessairement de plantes aquatiques dans des profondeurs très élevées. Donc, à 20 mètres de profondeur, on n'aura pas de plantes parce qu'il n'y a pas de lumière qui se rend jusqu'à cette profondeur. Donc, tout dépendant du lac, tout dépendant de sa couleur, des matières en suspension qui vont venir bloquer la lumière, on peut retrouver des plantes à différentes profondeurs. Donc, un lac très coloré, qui a peu de lumière qui pénètre jusqu'au fond, on va retrouver des plantes dans des profondeurs très faibles, alors qu'un lac où l'eau est très claire, bien, ça se peut qu'on retrouve des plantes dans des profondeurs plus élevées, si les nutriments sont disponibles pour la croissance des plantes, évidemment. Donc, les gens n'aiment pas nécessairement les plantes aquatiques. Souvent, on trouve que ça nuit à la baignade et tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont un rôle excessivement important dans l'écosystème du lac. Donc, elles jouent plusieurs rôles primordiaux. Donc, elles font partie de l'équilibre de l'écosystème, donc en même terme que les autres êtres vivants d'un lac. Elles peuvent aussi être un habitat pour les poissons, les amphibiens, les oiseaux aquatiques, les invertébrés benthiques. Elle permet également aux espèces animales d'être un refuge et non seulement un habitat, mais de se nourrir et de se reproduire, ce qui est super important. Et aussi, ça joue un rôle au niveau de la protection des rives. Donc, pour éviter l'érosion, donc les plantes peuvent venir freiner l'action des vagues, ce qui réduit l'érosion des rives. Et également, les plantes aquatiques sont un excellent filtre pour favoriser la déposition des particules en suspension dans l'eau. Donc, toutes les particules qui vont être en circulation dans l'eau, quand elles vont venir frapper un peu des plantes aquatiques et tout ça, ben, c'est plus favorable à ce qu'elles se sédimentent, donc se déposent au fond de l'eau. Donc, ça joue un peu un rôle de filtre dans ce sens-là. Donc, on a parlé des plantes aquatiques qui ont des rôles super importants. Par contre, on a une catégorie de plantes aquatiques qui, malheureusement, ne sont pas nécessairement désirables. Donc, on parle des plantes aquatiques exotiques envahissantes, qu'on appelle les PAEE. Comme c'est assez long à dire, vous allez m'entendre souvent dire PAEE ce soir. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là ce soir, pour parler de ce groupe de plantes-là. Donc, qu'est-ce que c'est en fait une PAEE? Il s'agit d'un végétal aquatique qui a été introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont l'établissement et la propagation constituent une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. Donc, en gros, c'est une plante qui vient d'ailleurs qu'au Québec, qui a été introduite dans nos plans d'eau au Québec et qui va avoir des impacts négatifs, autant au niveau de l'environnement, mais peut avoir aussi des impacts économiques et au niveau de la société. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessairement désirable et on a plusieurs PAEE qui sont déjà présentes au Québec, certaines de manière plus importante que d'autres. Et on va en parler un petit peu plus tard. Donc, pourquoi on se préoccupe autant des PAEE? Premièrement, ben, ça peut avoir des impacts négatifs sur les activités récréatives et touristiques. Donc, un lac qui est complètement envahi par une PAE, ben, ça devient beaucoup moins intéressant pour les activités récréatives. Ça peut même aller jusqu'à réduire l'accès au plan d'eau dans les cas les plus extrêmes, réduire les usages comme la baignade, la pêche, le nautisme, quoi que ce soit en lien avec la circulation dans les plans d'eau. Et au niveau plus environnemental et biodiversité, bien, ces plantes-là sont de solides compétitrices contre les plantes aquatiques indigènes, donc celles qui ont des rôles super importants dans l'écosystème.
et ça peut venir même réduire la biodiversité d'un lac en venant changer tout l'équilibre de l'écosystème. Donc, et finalement, au niveau économique aussi, dans les cas où l'envahissement est très important, ça peut venir diminuer la valeur des propriétés autour d'un lac. Ce n'est pas dans tous les cas que ça arrive, c'est vraiment dans les cas où ça vient restreindre les usages et tout ça. Donc, quand il y en a quelques individus de plantes ou quoi que ce soit, c'est pas, ça ne va pas nécessairement venir diminuer la valeur des propriétés, mais dans certains cas extrêmes, ça peut effectivement le faire. Donc, on s'en préoccupe beaucoup de ces plantes-là parce qu'une fois installées, il est vraiment difficile de limiter leur propagation, surtout quand on est dans des cas avancés, donc quand on s'en rend compte assez tard ou quoi que ce soit, ou quand les conditions sont vraiment propices à la propagation. Et le meilleur moyen pour lutter contre ces espèces, c'est de prévenir leur introduction dans les lacs et les cours d'eau. Parce qu'une fois que c'est bien installé, c'est vraiment difficile de lutter et de contrôler leur propagation. Alors, le protocole de détection et de suivi des PAEE, on ne peut pas vraiment passer à côté du protocole parce que c'est vraiment la méthodologie d'observation et tout ça qui va nous permettre de détecter s'il y a des PAEE et effectivement, s'il y en a, de savoir lesquels et tout ça. Et nous, on utilise le protocole de détection qui a été élaboré par le RSVL, qui est le Réseau de surveillance volontaire des lacs, qui est un programme du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est un programme qui permet de suivre l'état de santé des lacs et il y a différents protocoles. Donc, peut-être certains d'entre vous être impliqués au sein d'une association qui participe au RSVL. Et ils ont un protocole de détection et de suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Je vais vous faire un résumé de ce protocole-là. Je ne vais pas nécessairement vous expliquer tout en détail parce que le protocole est disponible sur le site web. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations et tout ça, vous allez pouvoir aller le consulter. Je vais surtout vous présenter les points clés, les informations importantes et ce que vous avez besoin de savoir là, si jamais vous voulez faire des patrouilles de détection. Les objectifs principaux de la patrouille, c'est de parcourir le plus grand nombre d'habitats favorables aux plantes aquatiques pour voir s'il y a des plantes ou des colonies de plantes suspectes et par la suite de confirmer l'identification de ces plantes-là. Donc, en gros, savoir est-ce qu'il y a une PAEE, oui ou non, est-ce qu'on est correct. Ensuite de ça, si jamais il y a déjà une PAEE et tout ça, on peut effectuer un suivi temporel et on doit quand même rester à l'affût s'il y a d'autres nouvelles espèces qui arrivent dans le lac. Et finalement, c'est de suivre la propagation aussi des PAE si elles sont déjà présentes vers d'autres secteurs du lac. Si, par exemple, ça a déjà été identifié à un endroit, on va quand même rester à l'affût, savoir si ça ne s'est pas propagé ailleurs. Donc, pour la planification des activités, je vous dirais, ce qui est important de voir, c'est d'évaluer c'est quoi qu'on a entre les mains au niveau des ressources humaines, combien de gens sont intéressés, matériel, donc au niveau des embarcations, par exemple, est-ce qu'on a des embarcations de disponibles et tout ça. Financière, je vous dirais, ce n'est pas un protocole qui coûte cher ou quoi que ce soit, là. Le matériel, je vais en parler un petit peu plus tard, mais le matériel est très limité là, dans ce qu'on a besoin là, et c'est rien de super compliqué, dispendieux. C'est surtout les ressources humaines, je vous dirais, qui vont établir là, quel genre de patrouille on peut faire. Déterminer l'envergure du projet. Tout dépendant du lac, à savoir est-ce qu'on veut patrouiller le lac en entier, est-ce qu'on veut cibler seulement certains secteurs, est-ce qu'on veut faire juste une partie du lac ou quoi que ce soit. Et ensuite, pour bien planifier, on peut aller chercher des cartes qui vont nous aider une fois sur le terrain, notamment des cartes bathymétriques
qui peuvent être disponibles. Donc, le Creux Laurentide en a fait quand même quelques-unes que vous pouvez trouver sur l'Atlas des lacs sur notre site Web. Il y a également des cartes de découpage que la RSVL peut fournir. Si jamais vous avez vraiment un grand lac, le RSVL découpe le lac en secteurs. Donc, parfois, ça peut vous aider à planifier vos patrouilles de détection, à savoir qui patrouille quel secteur ou quel secteur on veut cibler pour cet été et tout ça. Donc, mais pour les cartes de découpage, il y a vraiment plus d'informations dans le protocole. Pour la formation des équipes, nous, on conseille toujours de faire des équipes de 2 ou 3 personnes, tout dépendant de l'embarcation que vous choisissez, que vous avez accès, évidemment, et tout dépendant du nombre de personnes intéressées. Mais des équipes de 2 ou 3 personnes, c'est vraiment super parce que ça nous permet d'avoir un capitaine, 2 observateurs, dont un qui va être responsable de prendre les notes. Pour la période de suivi, on vise entre la mi-juillet et le début du mois de septembre. Parce que je vous dirais, avant la mi-juillet, il y a certaines plantes qui ne sont pas complètement bien poussées, ce qui rend l'identification un peu plus difficile. Tout dépendant des saisons. Par exemple, l'été dernier, l'été a débuté très tôt. Donc, même début juillet, on était capable d'identifier la majorité des plantes. Donc, mais mi-juillet, habituellement, c'est vraiment un bon moment. Jusqu'au début du mois de septembre, parce que après ça, avec l'automne et tout ça, les plantes commencent à un peu se décomposer, être moins en forme, disons. Donc, encore une fois, ça peut rendre l'identification un peu difficile. Au niveau des conditions de suivi optimales, quand c'est possible, éviter les journées venteuses ou achalandées. Ça peut rendre les conditions d'observation difficiles s'il y a beaucoup de vagues, si le vent fait en sorte que l'eau n'est pas super calme et tout ça. Donc, on va peut-être un peu moins voir les plantes qui sont sous l'eau. Même chose pour l'achalandage, s'il y a beaucoup de brassage, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de matière en suspension, ça réduit la visibilité dans l'eau, encore une fois. Donc, si jamais vous habitez autour d'un lac quand même assez grand, n'hésitez pas à séparer les activités en plusieurs journées. Comme ça, c'est plus relax, les gens sont plus enclins à participer. Et aussi former plusieurs équipes. Donc, chaque petite équipe peut avoir un secteur attribué, tout ça. Donc, comme ça, la charge de travail est répartie en termes de temps et en termes de personnes. Évidemment, on ne va pas nécessairement patrouiller le lac au complet. Comme je disais tantôt, les plantes aquatiques vont pousser dans la zone littorale, donc la zone peu profonde, d'un lac à l'autre, tout dépendant de la transparence de l'eau. Ça peut être une profondeur différente. Souvent, les plantes vont se trouver dans le 0 à 4 mètres de profondeur. Si le lac est très clair, ça peut aller jusqu'à 6 mètres, mais en général, ça se trouve dans ces eaux-là. Et donc, si on a la carte bathymétrique de disponible, on peut tout de suite aller cibler c'est quoi nos zones, c'est quoi notre zone littorale. Donc, où sont les endroits qui sont propices d'avoir des plantes aquatiques. Et dans le protocole, il y a différents niveaux de détection. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire tout le littoral, donc tout le tour du lac. Pour certains lacs, ça peut être long, tout dépendant du nombre de personnes qui participent. Donc, il y a le niveau 1 qui est en fait devant sa propre propriété. Donc, si quelqu'un veut être responsable de faire la détection devant chez lui, on peut séparer ça comme ça. Le niveau 2, c'est les endroits fréquentés. Donc, on parle des accès publics, s'il y a une rampe de mise à l'eau, s'il y a une marina, s'il y a des canaux de navigation. Et niveau 3, on augmente encore un peu plus la superficie. Donc, on parle des endroits fréquentés et aussi des habitats les plus favorables. Donc, tout ce qui est sur l'image en vert, là, les baies peu profondes et tout ça, c'est vraiment les endroits propices pour des plantes aquatiques. Et niveau 4, eh bien, c'est le kit complet, je dirais. Donc, c'est l'ensemble de la zone littorale.
pour le matériel nécessaire, si vous allez voir dans le protocole du RSVL, la liste est beaucoup plus longue. Par contre, ici, je vous ai mis vraiment le matériel qu'on utilise, nous, au CRE, vraiment les éléments clés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être utilisées, mais qui ne sont vraiment pas nécessaires. Donc, ça, c'est vraiment, je vous dirais, ce qui est le plus nécessaire. Donc, au niveau de la navigation, on veut une petite embarcation, elle peut être motorisée ou non. Ça peut être un canot, kayak, une petite chaloupe, quoi que ce soit, qui est capable de circuler dans les eaux peu profondes parce qu'on va vraiment aller observer dans la zone littorale. Donc, on ne veut pas nécessairement un gros bateau qui va accrocher au fond ou quoi que ce soit. Et évidemment, tout le matériel de sécurité nécessaire, ainsi qu'un ancre et une corde au cas où on verrait quelque chose de suspect et qu'on voudrait s'arrêter et prendre le temps de prendre un échantillon, par exemple. Pour les observations, un aquascope qui est l'objet qui ressemble à une chaudière avec des poignées dans la deuxième image. Ça, je vous dirais, c'est vraiment l'élément le plus facilitant pour les observations. Et le RSVL a fait un protocole pour fabriquer un aquascope. Donc, pour les bricoleurs, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, il faut une chaudière, un plexiglas, des petites poignées, puis on fait un trou et tout ça. Donc, c'est quand même assez simple. Nous, au CRE, on a fabriqué les nôtres. Donc, si jamais vous voulez en fabriquer, vous avez le protocole à votre disposition. Un râteau de plastique, super utile pour prélever les échantillons si vous avez besoin. Des petits bacs rectangulaires blancs, encore une fois, super utile quand on veut vraiment bien observer une plante parce que des fois, dans l'eau, c'est bien beau, mais on n'est pas capable de faire l'identification, donc on doit regarder les structures de plus près. Et un petit bac blanc, c'est vraiment génial pour ça. Vous pouvez amener soit des sacs de plastique transparents, là, type Ziploc, ou bien un bocal ou quoi que ce soit pour ramener des échantillons si vous avez besoin. Des crayons feutres indélébiles si jamais vous voulez noter sur votre sac d'échantillons, quoi que ce soit. Des sacs poubelles pour ramasser les fragments si jamais vous prenez des échantillons pour ne pas les remettre à l'eau. Ensuite, de ça, la carte bathymétrique du lac, si vous l'avez. Sinon, ça peut être une autre carte là, qui est disponible ailleurs ou quoi que ce soit. Une tablette rigide avec une pince de métal, là, dans le fond, juste pour faciliter la prise de notes. Et évidemment, des feuilles de prise de notes pour le terrain et tout ce qui vient avec, là, donc crayon à mine, gomme à effacer, tout ça. Et si vous avez un appareil photo, votre téléphone ou quoi que ce soit, de prendre des photos, ça peut être utile si jamais vous voyez quelque chose de suspect et que vous aimeriez que quelqu'un confirme l'identification. Ça peut très bien se faire par photo. Parfait. Donc, le RSVL a une feuille terrain pour ce protocole. Je ne l'expliquerai pas nécessairement en détail, mais c'est quand même assez simple. Donc, en haut, on a tout ce qui est en lien avec l'identification du lac qu'on patrouille, le niveau de détection, donc les niveaux de 1 à 4 que j'ai mentionné tantôt, les espèces de PAE qu'on recherche. Nous, habituellement, on garde l'œil ouvert pour toutes les PAE, au cas où que. Souvent, les gens vont chercher le myriophylle à épi, mais on garde quand même un œil si jamais il y a d'autres PAE. Et si jamais on voit quelque chose, bien, on peut noter les coordonnées, tout ça, donc quelle espèce quelle espèce de PAE on a vu et tout ça. Et dans le bas, on peut aussi noter les conditions d'observation. Donc, est-ce qu'on avait une bonne visibilité? Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce qu'il faisait venteux et tout ça? Donc, la patrouille de détection en tant que telle, on va patrouiller la zone littorale. Donc, dans le protocole, vous allez voir les petits pointillés
qui montre le trajet de navigation qu'on ferait pour la patrouille de détection. Mais je vous dirais qu'en réalité, ça ressemble plutôt au tracé rouge qu'on a refait par-dessus. C'est-à-dire que dans les baies peu profondes, on va circuler en zigzag pour être sûr de bien patrouiller toute la zone peu profonde. Dans les zones un peu moins larges, donc avec une pente plus abrupte, on peut quand même passer tout droit si on est capable de voir des deux côtés et tout ça. On va patrouiller à quand même très basse vitesse parce que vous allez voir que si on va trop rapidement, on n'est pas capable de voir les plantes aquatiques. Et on va patrouiller des deux côtés de l'embarcation pour être sûr de rien manquer. Donc, en chaloupe, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va avoir notre chauffeur qui est peut-être la personne la plus habituée à conduire la chaloupe, qui est le plus à l'aise de le faire. La personne peut être aussi responsable d'ancrer l'embarcation. Et si jamais vous avez un GPS ou un téléphone ou quoi que ce soit et que vous voulez prendre des coordonnées géographiques, ça peut être la personne qui conduit l'embarcation qui est responsable de ça. Puis, on va avoir également, on va avoir également les observateurs. Donc, on peut avoir une personne de chaque côté, puis là-dedans, avoir quelqu'un qui note les observations. Donc, en canot, ça se fait également. Donc, on peut être deux personnes en canot. Donc, la personne à l'arrière qui s'occupe de la navigation, de la prise de notes, et la personne à l'avant qui va regarder dans l'aquascope pour les observations. C'est possible aussi en kayak. Donc, avec un aquascope, des fois, avec le kayak, c'est un peu moins stable. Donc, si jamais vous êtes à l'aise de le faire, ça se fait, là. C'est juste que c'est plus difficile d'avoir le matériel là, avec soi sur un kayak. Là. Il y en a qui utilisent, qui installent une caisse à l'avant pour mettre leur matériel et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment les méthodes d'observation. Rien n'empêche que vous fassiez ça dans vos activités habituelles, sans vraiment suivre le protocole à la lettre. Ça peut être quand vous vous promenez en kayak tranquillement dans vos temps personnels ou que vous fassiez une autre activité ou quoi que ce soit. On ne perd rien à garder l'œil ouvert quand même. Si jamais vous voyez quelque chose de suspect, que vous n'êtes pas trop certain qu'est-ce que c'est, vous pensez que c'est peut-être une PAE et quoi que ce soit, on peut prélever un échantillon. Donc, si jamais c'est accessible avec les mains, on peut le faire avec les mains. Sinon, le râteau à feuilles, c'est vraiment génial pour ça, pour les plantes qui sont sous l'eau et non atteignables avec nos mains. Il y a également le râteau à tête double que vous allez voir si jamais vous allez lire le protocole plus en détail. Ça, c'est un râteau avec des dents de métal qui est plus lourd. Pour être honnête, nous, on l'utilise très rarement. C'est dans des cas où les plantes sont en eau très profonde et que le râteau à feuilles en plastique là, ne se rend pas, ce qui est quand même assez rare. Et si jamais vous avez quelqu'un en apnée, ben, rien n'empêche que cette personne-là ait récolté la plante pour vous. Là. Ou sinon, vous pouvez aussi noter l'endroit où vous avez observé la plante et contacter la ville ou un autre organisme là, qui peut s'occuper de confirmer l'identification. Donc, une fois qu'on a récolté l'échantillon, on le dépose dans le bac blanc, donc pour le rincer, parce que souvent, il va y avoir de la matière accumulée, des sédiments. Il peut y avoir aussi un peu de périphyton sur les plantes. Donc, on va bien rincer dans le bac blanc avec l'eau du lac. Puis, on peut vider l'eau et remettre de l'eau propre pour bien observer. Il faut juste faire attention de ne pas remettre les plantes à l'eau ou des fragments de plantes parce que si on n'est pas sûr de l'identification et même si on est certain, on ne sait jamais, on a peut-être fait une erreur, on ne veut pas remettre des PAE dans le lac pour ne pas contribuer à leur propagation. Donc, tout ce qu'on récolte, on va le ramasser, on va le jeter juste pour être complètement certain et ne pas prendre de risques. Donc, si jamais vous trouvez une plante, vous ne savez pas ce que c'est vraiment et vous voudriez la faire identifier par quelqu'un d'autre, on peut prendre des photos et c'est super
facile de procéder de cette manière-là. Donc, si vous êtes capable de prendre des photos du spécimen dans son habitat naturel, ça peut être utile. Le spécimen déposé dans un bac blanc avec un peu d'eau. Donc, avoir une photo de l'ensemble de la plante, mais aussi des petits plans rapprochés des différentes structures. Donc, ça peut être les racines, les feuilles, les fleurs, s'il y en a, la tige ou quoi que ce soit. Donc, chacune des structures peut aider à l'identification. Donc, si jamais vous faites la patrouille, vous observez aucune PAE, tout est beau, vous pouvez remplir la feuille terrain du RSVL pour dire aucune PAE observée dans le secteur, ce qui est une excellente nouvelle. Si jamais vous avez des soupçons, vous pouvez prendre les coordonnées GPS si jamais vous avez un appareil qui vous le permet. Il y a différentes applications comme de Maps ou quoi que ce soit qui vous permettent d'avoir des coordonnées GPS. Sinon, mais vous pouvez quand même noter votre localisation sur la carte si vous l'avez imprimée ou avoir des repères visuels. Si vous savez que c'est au bout du quai de telle personne ou près de la presqu'île à tel endroit ou quoi que ce soit. Et par la suite, contacter la municipalité pour qu'un suivi soit fait pour être sûr là, de l'identification de la plante. Donc, encore une fois, les photos peuvent servir à identifier la PAEE si vous avez un soupçon. Donc, encore une fois, dans le milieu naturel, dans un bac blanc, les différentes structures. Donc, ça, c'est des exemples de bonnes photos là, qui pourraient nous permettre d'identifier une PAEE. Parfait. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions sur le protocole de détection avant qu'on embarque dans l'identification des plantes en tant que telles? Bon, avant que quelqu'un se manifeste, je vais juste lire une des questions dans le chat. Oui, Donc, vas-y. peut-on éviter les algues filamenteuses? On ne peut pas nécessairement les éviter à 100%, mais je dirais pour minimiser leur présence, c'est de réduire la quantité de phosphore qui est apportée au lac. Dans le fond, les algues et également les plantes aquatiques, elles ont besoin de phosphore, de nutriments, principalement du phosphore et de l'azote pour leur croissance. Donc, plus il y a de phosphore dans un lac, plus les algues dont les algues filamenteuses vont croître. Et pour éviter le phosphore dans un lac, on va essayer d'avoir des bandes riveraines végétalisées, des terrains aussi végétalisés. Donc, on peut aller au-delà de la bande riveraine réglementaire, essayer d'avoir un terrain qui est qui est le plus perméable possible, donc avec le plus de plantes possible, éviter les surfaces imperméables comme le béton et tout ça, l'asphalte. Donc, essayer que le phosphore soit capté avant d'arriver au lac. En gros, je dirais, c'est ça la solution un petit peu là, pour éviter leur prolifération. On est rendu dans l'identification des PAE, donc on entre vraiment dans le vif du sujet. Et je vais aussi présenter les espèces similaires parce que c'est sûr que les PAE, quand on a juste elles devant nos yeux, c'est facile à identifier, mais parfois on se rend compte que dans le lac, il y a des espèces vraiment similaires avec lesquelles on peut les confondre très facilement. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire de vous des botanistes experts et tout ça, mais c'est au moins que vous ayez un petit peu plus de connaissances, que vous sachiez un peu comment reconnaître certaines PAE, dont le myriophylle IP. Mais inquiétez-vous pas, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition que vous pouvez avoir avec vous pour vous aider dans l'identification. Et il y a aussi d'autres ressources disponibles pour vous permettre d'identifier par la suite, là, si jamais vous n'avez rien avec vous sur le terrain. Nous avons séparé ça en différentes catégories un peu pour alléger la présentation. Donc, on va débuter par les plantes flottantes. Donc, on va parler des exotiques envahissantes et on va les comparer à certaines espèces similaires avec lesquelles on pourrait les confondre. On débute par la châtaigne d'eau,
qui est une espèce présente au Québec, malheureusement. C'est une plante qui est capable de faire des tapis très, très denses. Les endroits qu'elle a colonisés, je vous dirais, c'est assez incroyable l'ampleur que ça peut prendre. C'est vraiment ça croît de manière vraiment exponentielle. Pour vous donner une idée, là, la petite photo à droite, c'est une noix de châtaigne d'eau. Et une noix peut donner naissance à un plant, puis un plant peut créer 15 rosettes. Donc, la photo du milieu, on parle d'une rosette, et une rosette peut donner 15 noix. Et une fois dans l'eau, les noix peuvent se déposer au fond et être viables pendant 12 ans. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur que ça peut prendre assez rapidement et de manière très exponentielle. Donc, celle-là, on ne la veut pas dans nos plans d'eau, je vous en assure. Comment la reconnaître? Ben, elle a deux types de feuilles. Là. Elle est quand même assez particulière. Là, des feuilles très dentées, un peu triangulaires. Elle forme des rosettes. Puis elle a une tige avec des petites feuilles un peu plumeuses, là, vraiment dans le bas, comme on peut voir sur la photo de gauche, qui ressemblent presque à des racines, mais c'est vraiment comme un autre type de feuille. Et je vous dirais, c'est très particulier comme plante, là. Il n'y a pas nécessairement d'espèce similaire là, avec laquelle on pourrait la confondre. Donc, aucune espèce indigène similaire. Et quand on parle d'indigènes, on parle de plantes qui viennent du Québec, donc qui sont normalement présentes dans nos plans d'eau et elles sont bonnes pour nos plans d'eau, les espèces indigènes. Ensuite, on a la jacinthe d'eau, qui est encore une fois une plante très particulière qui est difficile, je dirais, à confondre avec une autre. Une plante très jolie, malheureusement, qui est présente au Québec, mais à très peu d'endroits, là, je vous dirais. Là, elle a été identifiée à très peu de plans d'eau. Donc, elle n'est pas nécessairement super problématique jusqu'à maintenant, mais elle est capable quand même de coloniser là, des bonnes superficies quand même assez rapidement. C'est notamment une plante qui est utilisée dans des jardins d'eau ou des choses comme ça. Donc, on la voit souvent dans les pépinières et tout ça. Et malheureusement, ben, ça pourrait faire en sorte qu'elle se retrouve dans la nature, puis on ne voudrait pas ça puisqu'elle est capable de faire une bonne compétition à nos plantes indigènes, puis de venir vraiment bouleverser là, l'équilibre de l'écosystème. Donc, c'est une plante qui est non enracinée, donc il y a des fleurs et des feuilles qui sont vraiment à la surface de l'eau. Ça forme encore une fois des rosettes et des feuilles d'une forme très particulière, là, comme avec un petit flotteur, puis une feuille ronde au bout, des jolies fleurs mauves qui sont un peu en grappe. Donc, je vous dirais là, vraiment, encore une fois, aucune espèce indigène similaire. Donc, on peut vraiment, elle est vraiment dure à manquer. Ensuite, la laitue d'eau qui a été identifiée au Québec à un endroit. Donc, rien d'encore super problématique, mais c'est quand même une plante aquatique exotique envahissante qui est à surveiller. On ne sait pas encore à quel point elle peut survivre aux hivers québécois. Donc, c'est à voir, mais encore une fois, ce n'est pas une plante qu'on veut comme elle est exotique et envahissante. C'est une plante non enracinée, donc qui va venir flotter à la surface, encore une fois, qui va former des rosettes. Et vraiment, elle porte bien son nom, là, laitue d'eau. Elle a des feuilles vraiment qui ressemblent à une laitue avec un peu des petits poils blancs à la surface, donc des feuilles un peu douces. Elle peut avoir des petites fleurs blanches ou verdâtres, mais les fleurs ne sont pas toujours là, présentes. Et encore une fois, aucune espèce indigène similaire. Donc, on ne peut pas vraiment la confondre. Donc, maintenant, ça se corse un petit peu. Donc, on a des PAEE et certaines espèces indigènes similaires. Donc, dans les PAEE, qui sont les plantes aquatiques exotiques envahissantes, on a l'hydrocaride grenouillette
et le Phonymphéa pelté. Et dans les espèces indigènes avec lesquelles on pourrait les confondre, on a la Brassénie de Schreiber, que vous avez probablement déjà vu dans un de vos plans d'eau, Nymphéa, le nénuphar et le Phonymphéa à feuilles cordées. Donc, on va voir chacune des espèces, qu'est-ce qui les distingue. L'Hydrocaride grenouillette, qui est présente au Québec, malheureusement, à quelques endroits. C'est une plante qui va être non enracinée, qui va avoir des feuilles en forme de petits cœurs, vraiment tout mignon, avec des nervures concentriques. Donc, sur la photo de droite, là, on les voit bien, les nervures là, qui suivent la forme de la feuille. Et les fleurs blanches avec le centre jaune qui ont 3 pétales. Ensuite, l'autre PAEE qui est à surveiller et qui est malheureusement présente au Québec à certains endroits, on a le Phonymphéa pelté, qui va avoir plusieurs feuilles par tige. On le voit bien sur le schéma de gauche. Les feuilles vont être très arrondies et peuvent tendre vers une forme de cœur un petit peu. Pas nécessairement des très grandes feuilles et dont la marge va être ondulée. Et la fleur qui est quand même assez qu'on distingue quand même assez bien là, jaune avec 5 pétales. Et cette espèce-là va être enracinée au substrat. Donc, elle va venir vraiment s'enraciner au fond du lac. On a quelques espèces indigènes avec lesquelles on pourrait les confondre, qui, elles, sont bonnes pour nos plans d'eau. Donc, la Brassénie de Schreiber, qui est une espèce très commune, qui est présente dans beaucoup de plans d'eau dans notre région. Donc, la feuille, elle est flottante et elle a une forme de ballon de football vraiment ovale et elle va être attachée dans le centre de la feuille et elle va être aussi enracinée au fond du lac. Et ce qui est particulier avec cette espèce-là, c'est qu'elle a une texture vraiment gluante. Si on touche le dessous de la feuille ou même la tige, il y a vraiment un mucilage qu'on appelle qui s'accumule en dessous de la feuille. Certains trouvent ça agréable et certains trouvent ça complètement dégueulasse. Donc, ça dépend de votre réaction aux textures. Dans les autres espèces indigènes similaires, on a les nymphéas, qui sont de très jolies plantes avec les feuilles rondes, coupées au milieu. Moi, je trouve ça me rappelle une forme de Pac-Man. C'est vraiment mon truc pour me souvenir de cette espèce-là. Et la fleur blanche, quand elle est présente, est vraiment difficile à manquer. Là, une magnifique fleur blanche qui parfois même est quand même assez odorante. Une autre espèce indigène similaire, donc qu'on n'a pas à s'inquiéter, les nénuphars, les feuilles flottantes en forme de cœur qui peuvent quand même devenir assez grandes, je vous dirais, là, de quand même plusieurs centimètres. C'est une espèce qui est enracinée au substrat et la fleur jaune assez particulière, un peu en forme de boule un petit peu pour la fleur. Et la dernière espèce indigène similaire pour ce groupe-là, on a le Phonymphéa à feuilles cordées. Donc, la feuille va être assez petite, va flotter à la surface. La feuille a une forme de cœur ou même un peu de V, je dirais. Elle va être aussi enracinée au substrat. Et la petite fleur blanche va ressembler un petit peu à l'hydrocaride, mais elle a 5 pétales. Et il y a aussi des structures que je ne sais pas exactement c'est quoi le nom, là. Ça ressemble à des petites bananes qui vont se trouver un peu partout là, sur la tige. Donc, pour terminer avec les plantes flottantes, on a 2 PAEE, la Salvinia et l'Azola. Et on peut les confondre seulement, je dirais, avec une espèce là, qui est la lentille d'eau, qui, elle, est indigène et qu'on retrouve dans quelques plans d'eau dans la région, là, ce qui est tout à fait normal. Donc, la Salvinia, elle est à nos portes.
elle n'a pas encore été détectée au Québec, à ma connaissance. Euh, c'est une plante qui est non enracinée, donc qui va complètement flotter à la surface. Elle a deux types de feuilles. Donc, les flottantes, celles qui sont ovales et vertes. Donc, moi, ça me fait penser un petit peu, là, mon truc, là, je trouve que ça ressemble à des langues de chat. Il y a vraiment une texture sur ces feuilles-là. Et il y a aussi d'autres feuilles là, qui ressemblent un petit peu à des racines plumeuses. Donc, les espèces similaires à la salvinia, il y a la lentille d'eau et l'azola. Donc, la lentille d'eau qui est des minuscules feuilles flottantes à la surface. C'est plus petit là, qu'un ongle de petit doigt, je dirais. Souvent, on les retrouve en grande quantité. Donc, il y en a plusieurs au même endroit. Et l'azola qui est très particulière, des feuilles un peu écaillées, un peu style lézard ou quoi que ce soit. Et, pardon, l'azola n'a pas été encore identifiée au Québec. Donc, jusqu'à maintenant, on est correct pour cette espèce-là, mais elle est quand même à nos portes. C'est-à-dire qu'elle a été identifiée à proximité du Québec. Donc, ça peut être dans, dans, dans des États près de nous aux États-Unis ou en Ontario. Donc, on garde l'œil ouvert quand même si elle n'a pas encore été identifiée au Québec. Donc, jusqu'à maintenant, avant qu'on embarque dans les plantes submergées, y a-t-il des questions? Il y en a une dans le chat. Excellent. Y a-t-il plusieurs petits lacs non autorisés atteints du myriaphile IP au Québec? Non autorisé, j'imagine en termes de navigation peut-être? J'imagine aussi, oui. Oui, OK. Ben, si jamais la personne veut préciser, là, vous pouvez là, ouvrir votre micro, il n'y a aucun souci. Il y a quelques lacs dans lesquels la navigation n'est pas autorisée et qu'il y a du myriaphile à épi. Je n'ai pas d'exemple de par cœur ou quoi que ce soit. Ce qui est difficile aussi, c'est de trouver l'origine de l'introduction du myriaphile à épi dans un lac. Des fois, ça peut faire très longtemps qu'il est là, puis qu'on s'en est juste pas rendu compte. Dans les dernières années, on en parle beaucoup. Les gens sont plus à l'affût et tout ça. Mais là, plusieurs dizaines d'années, on n'en parlait pas nécessairement du myriaphile IP, donc les gens n'y portaient pas vraiment attention. Donc, dans des plans d'eau, ça peut faire super longtemps que c'est là, puis on ne l'a jamais vu. Puis, c'est sûr que les vecteurs d'introduction, il y a tout ce qui est embarcation nautique, le matériel nautique qui se promène d'un lac à l'autre. Il y a d'autres facteurs aussi plus environnementaux. Si un lac est directement connecté avec un lac qui a du myriaphile IP, ben, il y a des fragments qui peuvent être transportés de manière naturelle vers un autre cours d'eau. Dans certains secteurs des Laurentides, on le voit beaucoup, là, tous les lacs qui sont connectés entre eux ont du myriaphile IP. Sinon, il y a l'hypothèse aussi des oiseaux aquatiques. C'est difficile à prouver, je vous dirais, mais c'est quand même une possibilité que des oiseaux qui se promènent d'un plan d'eau à un autre aient un fragment d'accroché ou peut-être même qu'ils en ont mangé un petit morceau, quoi que ce soit, on ne sait jamais. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement vérifier cette hypothèse-là, mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a des plans d'eau dans lesquels il n'y a jamais vraiment eu de navigation et pourtant il y en a. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça répond à la question. Si jamais c'est flou, là, la personne peut Et ouvrir son micro. elle a précisé électrique à basse vitesse. Ah, oui, ben c'est sûr que les embarcations à moteur, ça peut être un risque plus grand puisque le moteur peut vraiment produire des fragments de myriaphile à épi et ainsi comme encourager là, la propagation du myriaphile à épi. Par contre, dans les études, il n'y a pas nécessairement de constat par rapport à la différence
des moteurs électriques versus moteurs à essence. Pour chacun des moteurs, ça peut autant faire de fragments. C'est sûr que quand on circule à basse vitesse, c'est moins risqué parce qu'on crée moins de fragments. Donc, si on évite aussi de passer dans les herbiers, tout ça, on diminue les risques. Donc, je dirais quand les gens font attention, donc ils circulent à basse vitesse dans les herbiers quand ils n'ont pas le choix ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est moins risqué pour la propagation du myriophylle à épi. Les plantes submergées exotiques envahissantes à feuilles divisées. C'est un très long titre pour une catégorie de plantes, en fait. C'est qu'on essaie de traiter les plantes qui sont les plus similaires entre elles. Donc, ça, c'est les plantes qui vont être vraiment sous l'eau pour la grande majorité du spécimen. Ça se peut qu'on les voit un petit peu à la surface, là, mais c'est vraiment les plantes qui vont être sous l'eau et à feuilles divisées. Puis on va aussi voir les espèces avec lesquelles on pourrait les confondre. Donc, dans les PAEE, on va avoir la Kabomba de Caroline, le myriophylle aquatique et le fameux myriophylle à épi. Donc, c'est maintenant qu'on va en parler. Au niveau des espèces indigènes similaires, on a aussi des espèces de myriophylle indigènes au Québec qui sont non problématiques. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent dans nos lacs. On a le bidan de bec, les utriculaires et la cornifle nageante. Donc là, on a pris des photos qui sont très caractéristiques. Donc, à première vue, les différences sont quand même assez claires, mais je vous dirais qu'une fois dans l'eau, c'est autre chose. Souvent, les espèces vont se ressembler énormément. Donc, c'est pourquoi dans le protocole, on encourage à prendre des échantillons, prendre des photos et tout ça pour confirmer l'identification par la suite. La Kabomba de Caroline, c'est une espèce qui est à nos portes, donc elle n'a pas encore été identifiée au Québec, heureusement, mais elle a été identifiée à proximité. Donc, on garde l'œil ouvert. Elle est enracinée au sol. Elle a deux types de feuilles. Souvent, on va voir les feuilles un peu en forme d'éventail le plus souvent. Donc, elles vont toujours être opposées. Il va y avoir deux feuilles de chaque côté. Elle a aussi parfois des feuilles flottantes, mais souvent elles sont absentes, là. Donc, c'est vraiment des feuilles plus classiques, là, donc à marge entière, en forme un peu d'ellipse. Et cette plante-là fait des fleurs blanches, quand même assez petites. Et les tiges sont parfois couvertes de poils ou de gélatine un peu visqueuse. Par la suite, on a le myriophylle aquatique, qui est un autre myriophylle exotique envahissant, donc qu'on ne veut pas dans nos plans d'eau. Mais heureusement, il n'a pas encore été identifié au Québec. Donc, il est toujours considéré comme à nos portes, donc à surveiller quand même. Il peut être submergé ou émergent. Donc, la majorité du plan va être sous l'eau, mais parfois la tige va sortir de l'eau, donc être vraiment émergente. Donc, les feuilles sont un peu cireuses. Parfois, ça nous fait penser à une plante en plastique, un petit peu même. Et ça peut faire penser à un conifère, là, vu la couleur, la texture et tout ça. Et les feuilles sont séparées un peu en étoiles. Souvent, il va y avoir 6 feuilles par étage et divisées en folioles. Donc, tous les petits, ce qui ressemble à des petits poils, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle les folioles. Et 4 à 6 feuilles par verticille, donc les étages de feuilles. Ensuite, le malheureusement célèbre myriophylle à épi, qui, comme vous le savez, est une espèce présente au Québec. C'est probablement la grande raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. C'est une plante aquatique submergée
qui n'est pas originaire du Québec, donc qui est considérée comme exotique. C'est une plante qui provient de l'Eurasie, donc une partie de l'Europe, de l'Asie, même un peu de l'Afrique du Nord, qui a été introduite dans les lacs du Québec, je vous dirais quand même depuis un bout de temps. C'est dur de remonter à la première identification du myriophylle IP, mais ça tournerait autour des années 1950. Les premières observations auraient été faites dans le fleuve Saint-Laurent. Puis, au fil des années, bien, on aurait fait d'autres identifications dans d'autres plans d'eau, des rivières et tout ça, un peu partout au Québec. Il y a des régions qui sont un petit peu plus touchées que d'autres en raison de la proportion de plans d'eau qu'elles ont, mais aussi de l'achalandage et tout ça. Donc, les gens qui se promènent d'un lac à l'autre, ça peut, si on nettoie pas les embarcations, eh bien, ça peut favoriser là, la propagation du myriophylle IP. Ce qui fait que c'est un excellent envahisseur, c'est qu'il ne possède pas de prédateurs naturels. Donc, c'est ce qui vraiment fait en sorte que c'est une plante très envahissante. Parce qu'il n'y a pas de prédateurs, donc aucun insecte qui va se nourrir de cette plante-là ou quoi que ce soit. C'est aussi une compétitrice féroce aux plantes indigènes. Euh, c'est une plante qui va débuter sa croissance très tôt en saison, ce qui fait en sorte que ça lui permet de prendre toutes les ressources un peu en premier avant les plantes indigènes. Donc, elle va aller chercher l'espace, la lumière, les nutriments tôt en saison. Donc, ce qui va lui permettre de prendre plus de place et en laisser moins pour les plantes indigènes, malheureusement. C'est une plante qui se reproduit par graines, mais surtout par fragmentation, ce qui la rend très problématique parce qu'un seul fragment de la plante, donc un seul bout de tige de myriophylle IP, s'il est introduit ailleurs dans un plan d'eau ou dans un autre plan d'eau, c'est suffisant pour créer un nouveau plan de myriophylle IP, puis par la suite, un nouvel herbier. Donc, la fragmentation peut se faire autant par l'humain. Donc, si on circule avec des embarcations et qu'on coupe les plantes avec soit un moteur ou des objets ou quoi que ce soit, sans le vouloir, là, évidemment, ça va créer des fragments et euh, encourager un peu la propagation du myriophylle IP. Et la fragmentation se fait également de manière naturelle. Donc, le myriophylle IP va vraiment miser sur cette option-là pour se propager, puisque ça lui permet vraiment de se propager facilement et rapidement. Donc, à un certain moment de la saison, surtout, je vous dirais, là, plus à la fin de l'été, bien, le myriophylle va lui-même un peu faire des fragments de tiges de manière naturelle. Donc, ses principales caractéristiques, donc ses feuilles sont arrangées de manière verticillée. Donc, des verticilles, c'est des étages de feuilles. Donc, sur l'image de gauche, vous voyez un étage, mais c'est un verticille qu'on appelle. Le type de feuille, quant à lui, ça va être des feuilles divisées, comme sur l'image qu'on voit. Donc, c'est vraiment, il y a une division au niveau des feuilles. C'est pas comme une feuille d'une plante là, intérieure qu'on a chez nous, une feuille d'arbre qui est vraiment une feuille complète. Donc, ça ici, c'est vraiment une feuille divisée. Et le patron de division des feuilles, on va parler de feuilles plumeuses, puisque ça vraiment fait penser là, à une plume. Donc, ce qui fait en sorte que le myriophylle IP, on n'en veut pas dans nos plans d'eau, c'est qu'il est capable de faire quand même des gros herbiers. C'est une plante submergée, mais qui va être capable de venir croître jusqu'à la surface. Donc, tout dépendant de la transparence de l'eau, on peut trouver le myriophylle à des profondeurs là, de même 6 mètres et ça a déjà été vu dans des eaux très claires jusqu'à 10 mètres de profondeur, puis peut venir atteindre la surface. Donc, c'est vraiment des herbiers immenses et quand il y a assez de nutriments, mais le myriophylle va vraiment former des gros herbiers
et va agrandir là, en superficie au fil du temps. C'est sûr que d'une année à l'autre, les herbiers là, peuvent être différents là, en termes de superficie ou de densité. Il y a des cycles un peu, je dirais, up and down au niveau de la croissance du myriophylle haipi. Puis, ce qui lui permet de faire des amas vraiment denses, c'est que c'est une plante qui a des tiges ramifiées, donc elle est capable d'acquérir beaucoup d'espace là, avec cette tactique-là. Au niveau de ses caractéristiques et de son identification, donc les verticilles, qui sont vraiment une étage de feuilles, on va parler de 3 à 6 feuilles. La très grande majorité du temps, on parle de 4 feuilles par verticille, comme on voit sur la photo. Et on parle de 12 à 24 folioles par feuille. Donc, les folioles, c'est vraiment comme les petits poils divisés là, de la plume en tant que telle. Et la distance entre les verticilles, donc entre les étages de feuilles, va être en la majorité du temps supérieure à 1 cm. Et l'épiterminal, qui est ce qu'on voit sur la photo de gauche, va avoir des petites bractées. On ne les voit pas toujours, là, c'est très petit, mais des petites bractées en forme de lame, comme un peu des petites feuilles, et des fleurs qui vont être plus grandes. Donc, c'est un petit peu les petits bourgeons qu'on voit dans le haut de la tige. Et l'extrémité des feuilles va être tronquée. Donc, si vous regardez sur la photo de droite, le bout de la feuille on a un peu l'impression qu'il a été coupé au ciseau, donc qui arrête très carré. On va voir sur d'autres photos, là, je crois par la suite, là, la différence là, avec un myriophylle indigène, par exemple. Donc, le myriophylle haipi a quelques espèces similaires indigènes. Donc, au Québec, on a 6 espèces de myriophylle indigènes, donc qui ne sont pas problématiques, qui ne sont pas envahissants ou quoi que ce soit, donc que c'est tout à fait correct qu'ils soient présents dans nos plans d'eau. Ce sont les 3 exemples. Donc, on voit que parfois l'arrangement des feuilles est différent. Par exemple, celui de droite, le myriophylle de Farwelly, est vraiment plus dense que le myriophylle haipi. Même chose pour celui de gauche. Donc, des fois, visuellement, ils ont un aspect un peu différent. Et ça, c'est les 3 autres espèces. Encore une fois, un petit peu plus touffu. Donc, on voit que l'espace entre les verticilles, donc entre les étages de feuilles, est beaucoup plus rapproché. Donc, vraiment plus dense. Et par exemple, le myriophylle Sibéricum, lui, va être un petit peu plus mou, plus délicat à première vue. Puis, si on veut vraiment distinguer les myriophyles indigènes aux myriophyles haipi, il faut vraiment prendre un échantillon du premier coup d'œil. Ce n'est pas toujours évident. Puis, c'est sûr qu'on va être 100% certain de notre identification. Donc, c'est toujours bien de prendre un échantillon tout en s'assurant de ne pas créer de fragments puis de les remettre là, dans le lac pour ne pas propager la plante plus qu'il faut. Donc, le truc presque infaillible, c'est de compter les folioles. Donc, je rappelle, les folioles, c'est un peu les petits poils de la plume. Pour le myriophylle haipi, on va parler de 12 à 24 paires de folioles. Donc, on peut compter juste un côté là, de la feuille, pas besoin de compter les 2 côtés. Et l'espace entre les verticilles va être supérieur à 1 cm. Pour les myriophyles indigènes, on va avoir 3 à 14 paires de folioles et l'espace entre les verticilles va être inférieur à 1 cm. Donc, si je récapitule, 12 à 24 paires de folioles, myriophylle haipi, 3 à 14 paires de folioles, myriophylle indigène. Donc, quand on a 15 folioles et plus, on est sûr que c'est du myriophylle haipi. Si on a
11 et moins, on est sûr que c'est un myriaphile indigène. Par contre, ce qui devient un petit peu compliqué, c'est si on a entre 12 et 14, parce que dans ce cas-là, ça peut être les deux. Je vous dirais, dans ces cas-là, on va compter d'autres folioles sur d'autres feuilles. On va essayer de trouver d'autres feuilles qui pourraient confirmer notre identification, donc à savoir si on est en bas de 11, si on est en haut de 15. On peut, puis là, à ces moments-là, c'est vraiment super important de prendre un échantillon parce qu'il y a peut-être d'autres caractéristiques qui pourraient nous informer de l'espèce. Donc, tant qu'on n'arrive pas en haut de 15 ou en bas de, ben, à 15 et plus ou à 11 et moins, on va essayer de compter sur d'autres feuilles, des fois de voir s'il y a un autre plan qui est à côté qui, lui, pourrait nous permettre de confirmer vraiment, hors de tout doute, notre identification. Donc, voilà, c'est un peu vraiment le truc presque infaillible pour identifier le myriaphile IP versus les myriaphiles indigènes. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Parfois, certains spécimens peuvent être plus difficiles à distinguer. Certaines espèces peuvent être plus difficiles à distinguer entre elles. C'est pas toujours évident d'aller chercher des échantillons pour confirmer l'identification et on n'a pas toujours des conditions d'observation idéales. Donc, on fait ce qu'on peut. Puis si jamais on n'est pas capable d'avoir un échantillon ou quoi que ce soit, bien, on va noter l'emplacement de notre observation pour la transmettre à quelqu'un qui pourrait revenir là, en prendre un ou venir vraiment confirmer l'identification. Donc, on va présenter les espèces indigènes similaires, puis après, je crois qu'il y a une période de questions prévue là, si jamais il y a des questions vraiment spécifiques au myriaphile IP en tant que tel. Donc, les utriculaires, qui, à première vue, comme ça, sur des belles photos comme ça, on ne trouve pas nécessairement que ça ressemble à du myriaphile IP tout de suite, mais je vous dirais qu'une fois dans l'eau, vraiment, c'est à s'y méprendre. C'est des espèces qui sont également submergées. Il y a différents types d'utriculaires. Il y en a certaines qui vont être enracinées au fond, d'autres qui vont flotter là, un peu là, dans la colonne d'eau. Les feuilles vont être vraiment divisées en forme d'éventail, puis pas avec un patron particulier. C'est vraiment un peu comme des petites branches d'arbres, vraiment divisées de manière aléatoire. Parfois, on va voir les fleurs ou les fruits qui vont venir à la surface. Et ce qui est particulier des utriculaires, c'est les utricules, qui est les petites boules noires qu'on voit sur les photos. Là, on le voit bien dans la photo de droite. Les utricules, c'est un peu des petites vacuoles ou des petits compartiments qui permettent aux utriculaires de manger parce que c'est des plantes carnivores, en fait. Donc, c'est vraiment avec les utricules qui vont aller chercher de la nourriture. Ensuite de ça, il y a le bidon de bec qui également, quand il est dans l'eau, ça ressemble énormément à du myriaphile. Donc, on peut vraiment le confondre facilement. Mais une fois qu'on le sort de l'eau puis qu'on regarde la division des feuilles, là, on est vraiment capable de le différencier. C'est une plante submergée et enracinée, encore une fois. On va avoir deux types de feuilles. Personnellement, je n'ai vu que les types de droite, là, donc les feuilles qui sont submergées, divisées comme des branches d'arbres, encore une fois, sans être bien organisées comme la feuille bien plumeuse du myriaphile IP. Donc, on voit vraiment la différence entre les deux à ce niveau-là. Elle peut avoir aussi des feuilles émergentes en forme de lame, mais ne sont pas toujours présentes, là. Personnellement, moi, je ne les ai jamais vues, ces feuilles-là. Et parfois aussi les fleurs jaunes qui vont venir émerger à la surface, qui ressemblent à des marguerites. La cornifle nageante est également une espèce indigène similaire au myriaphile IP, qui est submergée, mais qui n'est pas enracinée, celle-là. Donc, elle va être sous l'eau, mais un peu va se promener librement, donc elle ne sera pas attachée au fond. Les feuilles sont verticillées,
comme le myriophylle IP, donc on va vraiment trouver des étages de feuilles sur la tige, mais elle va vraiment être divisée en fourches. Donc, soit divisée 1 à 3 fois, là. Donc, elle n'aura pas l'arrangement plumeux du myriophylle IP. Et la texture, je dirais, de la cornifle est très particulière. Là, c'est un peu rigide. Ça fait penser encore une fois un peu à une plante en plastique. Et les tiges vont être aussi ramifiées, là, donc on va avoir plusieurs tiges là, qui se séparent par rapport à la tige principale. Ensuite de ça, donc on a les plantes submergées exotiques, pardon, mon Dieu, je déparle, exotiques envahissantes à feuilles étroites. Donc, encore une fois, c'est des feuilles submergées, mais dont les feuilles vont être vraiment plus étroites et non divisées comme celles du myriophylle IP. Et on va encore une fois avoir les espèces similaires. Dans les PAEE, on va avoir l'hydrie verticillée, l'élodée, dense ou qu'on peut appeler aussi élodée du Brésil, et la petite naïade. Dans les espèces indigènes avec lesquelles on peut les confondre, on a l'élodée du Canada, l'élodée de Nuttall, l'hypuride vulgaire, la naïade flexible et les characées, qui sont pas des plantes aquatiques, qui sont justement les algues qui ressemblent énormément à des plantes aquatiques. Donc, eux, c'est vraiment un cas particulier d'algues qui sont très confondantes. Donc, l'hydrie verticillée, c'est une espèce qui est à nos portes, donc à surveiller, qui est heureusement pas encore présente au Québec, à notre connaissance du moins. Donc, c'est une espèce qui est arrangée de manière en verticille, donc vraiment des étages de feuilles. Souvent, on va avoir 5 feuilles, donc vraiment en forme d'étoile. Et les feuilles vont être un petit peu, vont avoir des petits bouts pointus, donc un peu en forme un peu dentelée, je dirais. Pour ce qui est de l'élodée dense ou du Brésil, une autre espèce à surveiller qui est à nos portes, pas encore détectée ici, les verticilles de 4 à 6 feuilles. Donc, encore une fois, on est en étage de feuilles par rapport à la tige. Et on a 2 espèces d'élodées qui sont indigènes au Québec, donc qui ne sont pas problématiques, avec lesquelles on pourrait confondre l'élodée du Brésil. Donc, on a l'élodée de Nuttall et l'élodée du Canada. Et ces 2 espèces-là, on a des verticilles toujours de 3 feuilles. Donc, on le voit bien là, sur les photos du haut ou du milieu. Donc, quand on a un groupe de 3, on est safe, alors que l'élodée du Brésil a toujours des verticilles de 4. Donc, l'élodée de Nuttall et l'élodée du Canada, l'élodée de Nuttall est un petit peu plus mince, les feuilles un petit peu plus longues, comme plus délicat, disons. Et l'élodée du Canada, les feuilles plus larges, un peu plus courtes et plus recourbées. Ce n'est pas toujours aussi flagrant la différence entre les deux, mais de toute manière, ce sont 2 espèces indigènes, donc pour lesquelles on n'a pas besoin de s'inquiéter. Ensuite, la petite naïade, une autre espèce à nos portes à surveiller, pas encore détectée au Québec, heureusement. Des feuilles quand même assez particulières avec des dents très accentuées, vraiment. Puis les feuilles qui sont collées sur la tige. Et la feuille aussi, une base un peu carrée qui va être quand même assez proéminente, là, comme sur le schéma de droite. On pourrait la confondre avec l'hypuride vulgaire, qui est une espèce indigène au Québec. Une espèce, je dirais, quand même assez touffue. Les feuilles sont un peu, quand elles sont dans l'eau, sont un peu molles et délicates, très minces, un peu en forme d'étoile. Puis parfois, elle peut être un peu émergente, là, comme sur la photo du centre.
mais ce n'est pas nécessairement une espèce très commune, je dirais, dans la région. Une autre espèce similaire qui, elle, quant à elle, est très commune, on la voit dans vraiment plusieurs plans d'eau, c'est la naïade flexible. Ça ressemble un petit peu à un plumeau, des petites feuilles très minces, pas nécessairement organisées en étage ou quoi que ce soit, donc un petit plumeau, un petit arbuste. Ça ne devient pas nécessairement très grand. Souvent, ça va former un petit tapis, comme on voit sur la photo en bas à droite. Plante assez commune et indigène, donc non inquiétante. On a aussi les Chara ou Nitella, qui sont des espèces particulières parce que ce sont des algues. Elles ressemblent énormément à des plantes aquatiques, mais elles n'ont pas de racines, pas de fleurs, pas de feuilles en tant que telles, malgré que ça ressemble un peu à des feuilles. Donc, chaque cellule est vraiment indépendante puis elle va absorber les nutriments dont elle a besoin. Donc, elle n'a pas d'organes vraiment spécialisés. Donc, on pourrait les confondre avec des plantes aquatiques, dont celles qu'on vient de voir, ce qui peut peut-être aider à l'identification. Souvent, ces espèces-là ont une odeur vraiment particulière. Là, si jamais vous prenez un échantillon, souvent, ça sent la moufette un petit peu. Pas une odeur super agréable, je dirais. Le potamo crépus, qui malheureusement est une espèce présente au Québec, qui a été identifiée à quelques endroits. Je pense à un endroit ou deux là, dans les Laurentides notamment. C'est une plante qui va être submergée, donc on va retrouver sous l'eau, qui va être enracinée. Puis c'est vraiment la feuille qui est assez distinctive, qui a la marge ondulée et dentée. Donc, elle va avoir des petites dents sur le côté. Ça fait vraiment penser à des mini lasagnes. Comme dans l'eau, on le voit bien, là, qui est la petite ondulation de la feuille. Euh, Au niveau des nervures aussi, on va être capable de bien identifier, il va y avoir une nervure au centre de la feuille, puis deux rangées sur le rebord, là, un petit peu plus délicates. On a également malheureusement une nouvelle venue, je dirais, qui a été identifiée, si je ne me trompe pas, en 2019, qui est l'Aloès d'eau. Elle a été identifiée là, à un endroit dans le lac des Deux-Montagnes. Je ne sais pas si depuis ça a été identifié à d'autres endroits. Là. Pour l'instant, ça a l'air quand même assez restreint au lac des Deux-Montagnes. Une plante assez particulière, on ne peut pas vraiment la confondre avec d'autres. Elle va être au fond de l'eau, souvent dans l'eau relativement plus profonde. Elle va vraiment former une grosse rosette avec des longues feuilles, quand même assez rigides, là, un petit peu coupantes même. Donc, malheureusement, une autre plante là, dont on doit faire attention. Et on n'a aucune espèce indigène similaire avec laquelle ça serait possible de la confondre. Je vais également aussi présenter d'autres espèces indigènes communes qu'on voit vraiment souvent dans les plans d'eau. Si jamais vous en voyez et vous êtes inquiet ou quoi que ce soit, juste que vous soyez capable de les identifier par la suite. On a les hippotamos. On a vraiment plusieurs espèces au Québec, là, je crois 30 à 40 espèces environ. C'est très diversifié comme genre de plante. C'est un groupe là, qui regroupe vraiment plusieurs types de potamos. Juste en regardant les photos, là, on voit qu'il y a vraiment énormément de différences. Il y a différents types de feuilles. Donc, ça peut être des feuilles très minces, filiformes, autant que ça peut être des feuilles larges et ondulées. Mais c'est toujours des plantes qui sont submergées et enracinées. Donc, ça, c'en est quelques exemples. On a aussi les rubaniers qu'on voit dans plusieurs plans d'eau. Il y a plusieurs espèces, encore une fois. Souvent, on va voir les espèces flottantes là, qui forment vraiment des rubans couchés à la surface.
mais on a également des espèces plus émergentes, donc qui vont se retrouver vraiment au rebord de l'eau et qui vont être rigides là, et sortir de l'eau. L'Ériocolon septangulaire est une autre espèce assez commune. Elle va être enracinée au fond de l'eau, va avoir une petite rosette, comme on voit en haut à droite, et une longue tige avec une fleur blanche tout au bout. Souvent, c'est ça qui nous permet de le distinguer. Nous, de notre côté, souvent, notre truc, c'est que ça ressemble à une broche à tricoter. Donc, parfois, on essaie de se trouver des petits trucs là, pour l'identification. Prochaine section, les outils. Parce que là, c'est vraiment beaucoup d'informations et tout ça, donc on ne s'attend pas à ce que vous reteniez tout ça par cœur, évidemment. Il y a plein d'outils qui sont à votre disposition qui, si jamais vous voyez une plante suspecte, si vous voulez aller chercher de l'information sur les PAE en général ou sur la problématique en tant que telle, vous allez pouvoir le faire. Il y a vraiment de plus en plus d'outils qui sont disponibles sur le web. Il y a notamment des outils d'identification des PAE et des plantes indigènes. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a fait des fiches d'identification, une clé d'identification ainsi qu'un herbier. Dont les objectifs de ces outils-là, c'est d'apprendre à reconnaître les PAE et de les distinguer des espèces indigènes similaires, comme on vient de faire un petit peu là, dans la section précédente. Donc, les fiches d'identification, ça inclut une brève description des caractéristiques des PAE visées, donc autant l'arrangement des feuilles, leur habitat, leur mode de propagation et tout ça. Et on va avoir aussi dans ces fiches-là les espèces similaires avec lesquelles on peut les confondre. Il y a 8 espèces qui ont une fiche d'identification qui sont présentes au Québec et il y a également 6 fiches pour les espèces à nos portes, donc qui sont à surveiller. Donc, si jamais vous décidez d'organiser des journées de patrouille et tout ça, bien, les fiches d'identification peuvent être super utiles, autant sur le terrain, mais juste pour vous familiariser avant d'aller faire une patrouille ou quoi que ce soit, ou pour vos connaissances personnelles. C'est vraiment des outils géniaux pour ça. Donc, ça ressemble à ça, les fiches d'identification. Ça, c'est l'exemple pour le myriophylle IP. Donc, vous avez d'un côté tout ce qui est description du myriophylle IP, des photos de référence. Et de l'autre côté, vous avez les espèces similaires avec lesquelles on pourrait le confondre et les caractéristiques qui permettent de distinguer. Pour la clé d'identification, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est à l'aise avec ce type d'outil-là, mais je vous dirais que celle-là est quand même super bien fait. Puis si vous suivez les étapes et tout ça, là, ça peut vous aider d'arriver à une identification. Donc, le principe d'une clé d'identification, c'est qu'on part à l'étape 1 et on a toujours 2 choix. Donc, selon la plante qu'on observe, par exemple, ici, le premier choix, on a un A, plante à feuilles flottantes, un B, plante submergée ou émergente. Donc, selon ce qu'on est en train d'observer, on va choisir l'option qui s'applique. Et là, ça va nous indiquer à quel numéro on doit se rendre. Donc, si c'est l'option 1A, on doit se rendre à l'étape 2. Et si on choisit l'option 1B, on doit se rendre à l'étape 12. Donc, on va suivre les étapes comme ça jusqu'à temps que notre choix nous corresponde à une identification. Donc, je ne passerai pas nécessairement la clé au complet, là, mais elle est disponible sur le web. Donc, si jamais vous voulez aller la consulter. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Puis, il y a quelques schémas aussi là, pour aider à l'identification. Et pour accompagner la clé, il y a un glossaire là, avec le vocabulaire et les termes propres là, à l'identification des plantes. Pour ce qui est de l'herbier, ça ressemble à ça. Il y a 87 planches qui présentent 21 espèces, autant des espèces indigènes que exotiques. Ce qui est intéressant de l'herbier, c'est que c'est vraiment
un spécimen réel, parce que des fois, avec des photos, des schémas, ce n'est pas toujours représentatif à 100% et tout ça. Donc, ça permet d'avoir une autre vision de la plante en tant que telle. Donc là, par exemple, on a un exemple à gauche d'un myriophylle indigène et à droite d'un myriophylle à épis. Donc, on voit que c'est quand même très similaire. Mais le truc pour les distinguer, ça serait de compter les folioles. Donc, pour ce qui est de le protocole et les outils qu'on vient de mentionner, donc, ils sont disponibles sur le site du réseau de surveillance volontaire des lacs, donc le programme du ministère de l'Environnement. Vous allez avoir tous les protocoles, autant PAEE, vous allez avoir aussi tous les outils. Donc, si jamais vous voulez vous imprimer des documents pour vous amener avec vous sur le terrain, ou si vous avez pris des photos puis vous voulez comparer avec les outils du RSVL, c'est tout disponible sur le web. Sur le site du CRE Laurentide également, dans la section documents, on a différents outils qui peuvent vous être utiles. On a notamment un guide d'information sur la caractérisation des plantes aquatiques. Donc, c'est un guide qui inclut des photos de toutes les espèces qu'on a identifiées dans les Laurentides, donc autant les PAEE que les espèces indigènes. Donc, c'est un guide vraiment plus photo. Donc, on a pris vraiment nos meilleures photos qui sont les plus représentatives pour chacune des espèces. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire là, pour ça, que vous pouvez aller consulter le PDF sur notre site web. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ou avant? Ah, Naël, je t'entends pas. Ah, ok. Donc, OK. il y en a deux jusqu'à présent. Donc, à quelle fréquence, nombre d'années, doit-on faire une caractérisation de notre lac une fois qu'il a été caractérisé? À tous les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans? Excellente question. Si on parle de la caractérisation vraiment des plantes aquatiques, je vous dirais, on peut pour une première fois aller vraiment dans l'identification de toutes les plantes aquatiques qu'on voit, qu'on observe, si on le souhaite. Euh, Comme ça, on a vraiment la liste des plantes indigènes qui sont présentes. Puis, par la suite, on conseille de faire des patrouilles, je dirais à chaque année, idéalement, si la motivation et les ressources humaines sont là. Comme ça, à chaque année, on peut faire un tour, une patrouille, puis juste s'assurer qu'il n'y a pas de PAEE qui sont observés. On n'est pas obligé de, à chaque année tout re-identifier les espèces indigènes, mais juste de faire une patrouille pour s'assurer qu'on n'a pas de PAEE à chaque année, je dirais que ça ne fait pas de tort. Il y a une dernière petite section, un autre outil qui pourrait vous être utile que je vais présenter, l'outil Sentinelle, qui est un autre outil autant d'information que par rapport aux observations, mais aussi de la théorie un petit peu. Donc, c'est un outil de détection des espèces exotiques envahissantes. Donc là, on ne parle pas nécessairement, pas seulement des PAE, donc des plantes aquatiques, mais aussi des espèces animales qui sont exotiques envahissantes. Ça nous permet d'aller consulter quels sont les signalements qui ont été faits des espèces exotiques envahissantes au Québec. Et il y a aussi un petit guide d'identification, donc d'informations qu'on peut aller consulter. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Si vous tapez, par exemple, Sentinelle MELCC, là, si jamais vous voulez le retrouver rapidement, vous allez tomber là-dessus. Il y a un volet web et je crois qu'il y a encore une application téléphone. Je ne sais pas à quel point elle fonctionne bien, mais le volet web fonctionne super bien. Donc, on a un volet espèces qui est vraiment le volet plus informatif. Donc, chaque espèce va avoir une fiche explicative. On a les espèces fauniques et floristiques, donc on a autant les animaux que les plantes. Et si, par exemple, on va dans la section plantes, on va avoir les plantes aquatiques et de milieu humide, ainsi que les plantes de milieu terrestre. Donc, c'est vraiment un outil super si jamais vous êtes intéressé par d'autres espèces exotiques envahissantes. Ensuite, dans les plantes aquatiques, on va avoir différentes sections.
Et une fois dans les plantes aquatiques flottantes, par exemple, bien, on va avoir chaque espèce qui est soit présente au Québec ou à surveiller. Donc, si on va consulter les fiches de chacune des espèces, donc on va avoir une description, des photos, des informations sur leur habitat, propagation, les espèces similaires. Et à droite, on a l'information sur chaque partie de la plante qui est intéressante. Ensuite de ça, il y a le volet observation. Donc, on peut aller consulter où ont été faites les observations d'espèces exotiques envahissantes. Ça ne veut pas dire que toutes les observations ont été soumises à Sentinelle. Donc, si elles le sont, c'est que quelqu'un les a soumises. Par exemple, le Myriophylle IP, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont fait. Pour certaines espèces, peut-être que l'information est incomplète, mais on peut aller regarder vraiment par espèce. Donc, par exemple, oui, ça, c'est un exemple du Myriophylle IP. C'est peut-être pas la capture d'écran la plus récente, là, mais comme ça, on peut aller voir où est-ce qu'il y a déjà eu des signalements de confirmés jusqu'à maintenant. S'il n'y a pas eu de signalement, ça ne veut pas dire que l'espèce en tant que telle est absente. Ça veut juste dire que personne l'a observé ou du moins l'a mentionné à l'équipe de Sentinelle. Donc, c'est une plateforme que n'importe qui peut utiliser. On peut s'inscrire et se connecter, donc se faire un compte et se connecter par la suite, ce qui nous permet de faire des rapports d'activité. Si on fait des patrouilles de détection, eh bien, on peut aller dire qu'on est allé faire notre patrouille, sur quel plan d'eau, est-ce qu'on a trouvé une PAE, oui ou non, etc. Donc, c'est un petit formulaire super simple à remplir. Puis, si jamais bien, on veut ajouter une observation d'une espèce exotique envahissante, bien, on peut remplir un petit formulaire, encore une fois, comme ça ici. On doit transmettre des photos pour permettre à l'équipe de Sentinelle de valider l'identification. Comme ça, les identifications qui sont sur Sentinelle sont des identifications confirmées par leur équipe. Donc, ça ressemble à ça. Donc, par exemple, quand on transmet des identifications, bien, on peut avoir des identifications en suspens. Donc, quand l'état est transmise avec un petit rond jaune, ça veut dire que ça n'a pas été encore confirmé par l'équipe de Sentinelle. Et donc, c'est ça. Donc, ça peut être un outil intéressant si jamais vous voulez vous informer sur d'autres espèces exotiques envahissantes ou si vous désirez émettre une observation là, sur la plateforme. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais terminer mon partage d'écran, comme ça, je vais pouvoir... Excellent. Donc, est-ce qu'il y avait des nouvelles questions dans le chat? Non, simplement des remerciements pour l'instant. Ah, excellent. Bien, j'espère que c'était clair. Puis si jamais vous avez d'autres questions ou si jamais vous voyez une plante que vous n'êtes pas certain de tout ça, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez écrire directement à moi ou aller sur le site web du CRE Laurentide. Vous avez les coordonnées là, des autres membres de l'équipe. Donc, on est là pour répondre à vos questions si vous en avez d'autres par la suite.